Damien Ernst, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ULiège et expert sur le nucléaire. Alors sans surprise aujourd'hui, on va parler nucléaire, mais l'actualité de ces derniers jours, c'est la facture d'énergie qui va augmenter. Est-ce qu'elle va aussi augmenter pour vous ? Oui, elle va aussi augmenter pour moi, mais moi je pense que j'ai pris le bon contrat en fait. Je me suis protégé à temps, j'ai pris un contrat prix fixe quand j'ai vraiment senti que les prix du gaz et de l'électricité allaient augmenter. Et je l'ai conseillé aussi à beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, de le faire. Et je reçois des dizaines de messages qui me disent Damien, bravo, tu as sauvé les vacances avec les enfants, on a évité de se prendre une augmentation de 2000 euros par an de facture, parce que c'est le type d'augmentation que les gens vont se prendre. Alors on va faire un rétroacte et comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation. Mais d'abord, rapidement, pourquoi est-ce qu'on parle de cette augmentation de facture ? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour l'instant ? Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au niveau international, il y a eu un manque d'investissement dans le gaz. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un manque d'investissement dans le gaz et dans le pétrole ? Parce que les gaziers et les pétroliers, depuis 5 ans, on leur dit attention, tu es le grand mauvais réchauffement climatique. Donc les gens n'ont plus fait d'investissement dans ce qu'on appelle la filière upstream, la filière production les puits. Donc on arrive structurellement à un manque de gaz et de pétrole et on n'a pas assez décarboner rapidement notre économie, couper notre dépendance au gaz et au pétrole. Et en Europe, c'est même l'inverse. On a plus de dépendance au niveau gaz maintenant qu'on avait il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté très forte de l'Europe d'arrêter de développer la filière nucléaire et de même de sortir trop rapidement du nucléaire. Donc on a une dépendance trop forte en Europe vis-à-vis du gaz, en fait. Et on a le prix du gaz en fait qui augmente. Résultat, c'est la catastrophe pour la facture des gens. Alors il y a quelques années, on parle justement de sortir du nucléaire. À l'origine, d'où vient cette réflexion ? Est-ce que le nucléaire est en fait trop polluant ? Mais écoutez, il faut parler scientifique ici. Le nucléaire est toujours adressé de manière dogmatique. Il y a eu une très très belle étude faite par le JRC, le Joint Research Center de l'Europe. Très très beau document de centaines de pages. Et qu'est-ce que ce document conclut ? Que le nucléaire, en fait, n'a pas plus d'impact sur l'environnement, en tout cas, il n'y a pas de preuve scientifique que le renouvelable. Le nucléaire est bien entendu, en fait, une énergie verte, en fait, et un superbe moyen, en fait, pour combattre ce qui est le problème écologique numéro 1, et qu'on a tendance, en fait, maintenant un peu à ne plus le voir, c'est le réchauffement climatique. C'est une machine de guerre, en fait, pour produire de l'énergie décarbonée. C'est un allié pour combattre le réchauffement climatique, pas un ennemi. Pourquoi est-ce qu'on veut sortir alors du nucléaire ? D'où vient cette réflexion qui, à un moment donné, se dit on doit absolument sortir ? Mais voilà, on sait très bien qu'il y a eu un mouvement écologique très fort en Europe, très très fort en Belgique, qui date des années 70-80, qui a lié le nucléaire avec l'arme atomique. On était vraiment dans cette période de guerre froide, vous n'étiez pas encore né. Et voilà, ce mouvement-là s'est structuré autour d'un dogme qui était, à mon avis, de nature un peu religieuse. Et ils ont très, très difficile, dans ce mouvement-là, qui est très fort, ce mouvement écologique-là, de sortir un peu de ce dogme-là et de sortir, en fait, un peu de ces croyances qui datent des années 80. Ça s'arrête à ça. Ils doivent, à un moment donné, j'ai beaucoup de respect, moi, pour tous les écologistes, moi, j'aime tous les gens qui se battent pour la nature, mais à un moment donné, une grande partie de ces écologistes qui sont structurés autour de ce dogme-là, ils doivent changer de logiciel. Et on voit que ça change. Par exemple, les Verts finlandais annoncent ouvertement qu'ils sont pro-nucléaires. Il y a tout un mouvement en fait d'écologistes, comme j'en fais partie, en fait, qui sont vraiment des gens pro-nucléaires. En fait, j'ai envie de dire pro-raison, même pas pro-nucléaire. Et pro-raison implique pro-nucléaire. Et puis plus récemment, on a une sortie on a une tendance qui est en train de changer. On se dit peut-être qu'on va pas savoir sortir ou pas sortir à temps. Donc il y a eu un accord pour la sortie du nucléaire. Et là, on est en train de faire marche arrière. Donc, quand vous voulez sortir du nucléaire, il y a quand vous parlez politique énergétique, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a le prix de la facture, désastreux. Il y a le CO2, désastreux si vous sortez du nucléaire. Il y a la notion de sécurité d'approvisionnement. Est-ce que, en fait, vous allez, dans le futur, devoir faire cette émission avec des bougies ? C'est ça la question. C'est ça la question. Et donc, le gouvernement, en fait, s'est surtout focalisé. Donc, il a mis de côté, ils n'ont même pas voulu discuter prix de la facture, CO2, on n'en discute pas, désastre complet. Il s'est juste focalisé, il s'est dit, on va quand même faire en sorte qu'avec notre politique énergétique, on assure quand même l'électricité. Elle sera peut-être hors de prix, très carbonée, mais on fait en sorte qu'on l'assure. Et maintenant, il se fait que même sous l'aspect sécurité d'approvisionnement, cette sortie du nucléaire est très mal organisé. Donc on va vraiment vers de gros problèmes de sécurité d'approvisionnement en 2025. Maintenant, je sais bien, l'aspect peut-être romantique de faire cette émission,
ça pourrait peut-être vous amuser de le faire à la bougie, hein, je ne sais pas, en fait, ce ne serait pas une catastrophe de remplacer ces lampes par des bougies. Mais vous devez bien voir qu'un pays qui manque d'électricité, c'est la fin aussi un peu des investissements extérieurs dans ce pays, des pays étrangers, des grosses compagnies. Quand elles doivent faire un investissement dans une usine pour 1 milliard, elles ont une checklist. Hein, si le pays n'a pas d'électricité, elles ne feront pas l'investissement. Hein. Donc il y a beaucoup d'entreprises aussi, d'investissements qui ne vont pas être faits. Ça va se traduire par des prix d'électricité plus élevés, des faillites aussi de beaucoup d'entreprises, en fait. Donc c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer là. Imaginez, on veut remplacer 6 gigawatts de nucléaire, 6 gigawatts. Hein. Ça représente combien 6 gigawatts. Écoutez, la consommation moyenne en Belgique, c'est de 9,5 gigawatts. Ça va ? On va remplacer 6 gigawatts de nucléaire. On va dire qu'ils produisent peut-être en moyenne 5 gigawatts. Hein, ça va ? Donc on va passer la moitié de notre consommation moyenne va disparaître et on veut remplacer ça par 0,9, les 5, par 0,9 gigawatts de centrale au gaz, pour laquelle, en fait, c'est ça qu'on a maintenant sur la table. Il n'y a qu'une centrale au gaz qui peut être légalement, enfin, qui a le support pour être construite. Et en plus, il y a un recours au Conseil d'État pour cette centrale au gaz. Elle va se faire du côté de Liège, du côté des Abris. Donc, il ne faut pas être très malin pour se dire que remplacer 5 par 0,9, ça va être problématique. Je me fais l'avocat du diable. Hein. On entend parler souvent de blackout, etc. C'est pas encore arrivé. Est-ce que c'est pas un mythe ? Est-ce que ça arriverait réellement qu'à un moment, on n'ait plus assez d'électricité pour le pays ? Mais écoutez, en fait, vos comparaisons, enfin, je ne dis pas trop remarque, mais c'est comme si vous rentriez de soirée, vous rentrez une fois 1,2 g d'alcool dans le sang. Vous dites, je ne me suis pas craché. Vous montez à 1,3 la soirée après, 1,5, 1,7, et puis vous concluez que rouler à 2,5, en fait, il n'y a aucun danger parce qu'à 1,7, vous ne vous êtes pas craché sur la route. C'est le même type de comparaison. C'est un comportement dangereux qu'on a là. On a déjà pris des risques dans le passé. Il devient de plus en plus dangereux. Donc, à un moment donné, effectivement, en fait, on va se prendre un lampadaire sur l'autoroute. Avant de parler d'éventuellement des solutions qui pourraient être mises en place, on va vers où ? Qu'est-ce qui a été décidé alors en ce moment ? C'est donc bien une sortie en 2025, sauf si prochainement on se rend compte que ce n'est pas possible, c'est ça ? Donc en fait, si le 18 mars, dans les dates, la ministre de l'Énergie, Tineke van der Straat, qui est une dogmatique puissante antinucléaire qui n'écoute personne, elle n'écoute personne, pour moi c'est un vrai danger pour le pays. Elle a un objectif, sortir du nucléaire. Je pense qu'elle s'en fout du prix de l'électricité, même si elle ne va pas le dire devant les caméras. Sécurité d'approvisionnement, elle s'en fout. CO2, elle s'en fout. C'est son objectif, c'est la sortie du nucléaire. Donc c'est ça le caractère de cette personne. C'est elle qui porte la faute de cette crise aujourd'hui ? Mais écoutez, est-ce qu'elle porte la faute de cette crise ? Ça va ? Elle est quand même l'héritière, en fait, idéologique, en fait, de 40 ans de lutte anti-nucléaire. Ça va ? Et si on avait développé la filière nucléaire, comme développer beaucoup plus le renouvelable, moi j'aime bien les deux, tout ce qui est décarboné, j'adore, on ne serait pas dans cette situation de dépendance au niveau du gaz qui fait augmenter la facture d'énergie. Ça va ? Donc elle est l'héritière d'une pensée idéologique qui nous conduit, en fait, qui asphyxie maintenant l'Europe sur un prix des combustibles fossiles trop élevé. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, ça va ? Depuis où on sait que cette crise du gaz allait avoir lieu. Moi, j'ai fait des dizaines de communications depuis début août. C'était clair. Tous les analystes un peu sérieux du secteur de l'énergie étaient clairs. Début août, on aurait pu envoyer un signal à la population en disant à la population, attention, une très très mauvaise crise se prépare. Essayez à la place de prendre des contrats variables ou si c'est un contrat fixe qui allait arriver à terme, bloquez votre prix d'électricité bas pour le gaz et l'électricité au prix qu'ils étaient en nous pour une période de 3 ans. Ça pourrait pu éviter à une grande partie de la population d'être exposée à des augmentations de 2 000 € par an. Elle n'a pas voulu le faire en nous. Je pense que c'est une femme intelligente. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voulu le faire ? Simplement parce que ça allait contre sa fable, en fait, que remplacer des centrales nucléaires par une centrale au gaz, par du gaz, n'allait pas coûter cher. On ne pouvait pas dire ça aux gens et en même temps leur dire, écoutez, le prix du gaz va augmenter, essayez de prendre des contrats fixes. Donc ce dogmatisme dont elle a fait preuve a exposé en fait toute une population belge à des prix de l'énergie beaucoup plus élevés sans avertissement. Et excusez-moi, moi je trouve que ce n'est pas du tout le rôle d'un ministre de l'énergie au niveau fédéral. Vous devez veiller en fait aussi aux factures d'électricité des gens et les avertir quand vous voyez qu'il y a un problème et les avertir surtout qu'il y avait en nous une solution pour eux. Peut-être pas pour résoudre complètement le problème, mais pour le réduire en grande partie. Donc ça ne va pas du tout. 2 000 € par mois si... Par an. 2 000 € par an si on va uniquement donc, sur le gaz. C'est ça qui est prévu pour l'instant. 2 000 € par an, donc typiquement, je prends le cas en fait, d'un ménage
qui a une consommation moyenne d'électricité 3,5 MWh par an, qui se chauffe au gaz 17 MWh. Maintenant, l'augmentation de ces deux factures-là, on est vraiment sur une cible, en fait, pour les deux, entre 2 et 3 000 euros par an, si vous regardez les nouvelles fiches tarifaires par rapport à des tarifs avant la crise du Covid. Si vous ne vous chauffez pas au gaz, mais juste au mazout, donc vous avez juste l'augmentation de l'électricité, pour l'électricité, vous considérez certainement 700 à 1 000 euros en plus par an. C'est beaucoup. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 2 000 euros par an d'augmentation d'une facture d'énergie en plus pour les gens. Hein, et beaucoup de gens, en fait, de la classe grérienne ont peut-être juste un salaire de 2 000 euros. Hein. Donc c'est un mois de salaire, 2 000 euros. C'est les vacances dans le sud de la France, en caravane avec les enfants. C'est ça que ça représente pour beaucoup de personnes. Hein. C'est pas juste des chiffres abstraits. 2 000 euros, c'est les vacances avec les enfants. Hein. Pour beaucoup de personnes, c'est même déjà un gros budget de vacances. Donc je ne sais pas si elle est en train de se rendre compte l'immense responsabilité qu'elle a, parce qu'elle avait une fenêtre d'opportunité pour conscientiser les gens, pour pouvoir éviter, pour qu'ils puissent éviter ces factures-là. Est-ce qu'elle se rend compte, en fait, de ce qu'elle a fait, en fait, et des conséquences que ça a pour beaucoup de personnes qui vont devoir peut-être se passer de vacances. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vois ? On est en train de discuter, en fait, au Parlement fédéral à deux mesures pour éventuellement essayer d'amortir en fait cette facture d'électricité trop élevée. Ils sont en train de discuter. Mais en janvier, quand les gens commencent à avoir leurs factures, cette discussion devait avoir lieu en septembre, en octobre. Moi, j'ai de la famille en Espagne, je suis l'actualité espagnole. En nous, c'était sur toutes les chaînes des médias, des gens en Espagne. Comment est-ce que le gouvernement va faire pour limiter cette facture pour les gens ? On n'a pas voulu en discuter. On en discute 5 mois trop tard. Ça va prendre du temps pour calibrer ces mesures. Les gens vont déjà avoir leur facture avec l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz. Mais c'est complètement inconscient en termes de politique énergétique. On a mis la discussion de toutes ces solutions sous le tapis, tout simplement parce qu'on ne voulait pas aller à l'encontre de cette fable selon laquelle remplacer le nucléaire par du gaz n'allait pas coûter cher. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fou. Vous dites qu'on aurait dû trouver ces solutions bien avant, on aurait dû anticiper ça. Maintenant qu'on est dedans, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour éviter ce que vous décrivez comme une véritable catastrophe ? C'est une véritable catastrophe. Comment est-ce qu'on peut... Moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Moi, je pense en fait que la mesure, en fait, là, on parle d'un chèque énergie de 200 personnes pour les gens. Oui, mais attends, vous avez une augmentation de 2 000 euros, vous donne 200. Enfin, c'est mieux que rien, mais ça ne va pas suffire, en fait, ce genre de choses-là. Moi, je pense, en fait, que j'aime bien, par exemple, la solution que l'Angleterre va mettre en place. En fait, ils disent aux fournisseurs, écoutez, maximum de la facture que vous pouvez envoyer par mégawattheure unité d'énergie, c'est d'autant, ça va. Vous envoyez autant, la différence va être prise par l'État. Je trouve que ça, c'est la bonne solution. Vous n'allez pas diminuer la TVA, ça non, parce qu'il y a des gens qui ont la chance, en fait, d'avoir pris un contrat prix fixe, donc eux qui ne voient pas leur facture d'électricité ou de gaz augmenter. Donc, pourquoi diminuer la TVA ? Ça, je n'en vois pas l'utilité. Moi, je suis vraiment pour travailler de la manière dont c'est fait un peu dans tous les pays. Vous dites, voilà, aux fournisseurs, vous n'envoyez pas une facture, en fait, plus élevée que ça aux gens par mégawattheure d'électricité produite. Le reste va être pris en charge par l'État. C'est ce que la France fait plus ou moins, c'est ce que l'Angleterre fait plus ou moins. C'est une très belle solution, mais ça prend du temps, législativement, administrativement, de la mettre en œuvre. Et on est trop tard. Il faudra au moins 2 mois encore pour le faire. Quand on va arriver en mars, avril, et les gens, il y a des gens qui ont vu, par exemple, le raconte passer de 200 à 700 euros, qui se prennent une prune comme ça en plus en janvier de 500 euros. C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Une dernière question. Dans 15-20 ans, à quoi ressemblera l'énergie en Belgique, selon vous ? Écoutez, je ne sais pas à quoi ça ressemblera, mais ils ont vraiment intérêt maintenant, au niveau fédéral, à mettre des gens compétents dans ces positions-là, et au niveau régional, à mettre des gens compétents. Parce que sinon, il va y avoir tellement de drames qui vont arriver dans les 15-20 ans que je ne sais pas du tout à quoi ressemblera même la Belgique à 15-20 ans. Parce qu'avec la crise énergétique qui se prépare, à laquelle la Belgique en fait s'expose, et une grande partie de l'Europe s'expose,
je pense que ça va vraiment pousser en fait ce continent dans la misère vis-à-vis de continents en fait comme les États, enfin comme les Amériques, enfin les États-Unis, grands pays comme les États-Unis ou la Chine, qui ont une politique énergétique cohérente et beaucoup plus réaliste. Si on vous appelle pour un poste de ministre, vous y allez? Moi, je commande déjà les politiques énergétiques. Je suis un scientifique, je reste dans ce rôle-là, et je pense que c'est bien en fait qu'il y en a en tout cas dans la Belgique sur la scène intellectuelle et académique qui osent en fait s'exprimer là-dedans. Faire de la politique énergétique et être ministre là-dedans, c'est pas très difficile. Vous écoutez la voix de la raison en fait. Mais le problème ici, on est dans une situation où on a quelqu'un en poste en fait qui n'écoute pas. Vous appelez à sa démission? Quoi? Écoutez, j'appelle au moins au gouvernement qui se rende compte qu'ils ont une ministre fédérale de l'énergie qui n'écoute pas. Elle n'écoute pas le fait qu'il va y avoir un problème de sécurité d'approvisionnement qui va se prouver en 2025. Elle n'a pas écouté le fait qu'il y avait une crise de l'énergie qui se présentait là déjà dès début août. Elle ne l'a pas écouté, qui lui demande en fait un peu ce qu'elle a fait pour gérer, quand est-ce qu'elle a contacté des experts pour analyser cette crise, les effets, qu'est-ce qu'elle a fait comme mesure, qu'est-ce que son cabinet a synthétisé comme mesure depuis où, qu'on lui demande exactement un rapport sur la manière dont elle a géré cette crise. Et alors qu'on regarde un peu, c'est que les autres ministres de l'énergie en Angleterre, en Espagne ont fait, et qu'on fasse un peu une analyse comparative de leur performance sur la manière dont ils ont géré les crises, et qu'ils la cotent là-dessus. Damien Ernst, merci. On est déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce discours franc ce matin. Quant à nous, on se retrouvera très rapidement la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Passez une très bonne journée. À très vite.